Bonjour, bienvenue dans l'Unique en Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. On se retrouve ce mardi pour un épisode sur l'asymétrie. Avec à nos côtés Benoît Hélène, on lui doit la phrase « La symétrie c'est du repère, la symétrie, l'apostrophe asymétrie c'est un peu du chaos ». Oui, bonjour. Bonjour Benoît. Donc Benoît, notre chef graphiste à qui nous devons des chroniques L'œil de Benoît chaque semaine. Il aime... Mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui, mais nous aurons également ton expertise. Il adore les échecs et nous expliquera en quoi ils sont asymétriques. C'est notre directeur Jérôme Legris-Pagès. Bonjour. Bonjour Florine. Et puis, Bonjour à il tous. aime les jeux asymétriques et les visages qui le sont un peu moins. C'est Nicolas Abonneau, notre game designer. Mais oui, Bonjour. pour resituer auprès de nos chers téléspectateurs, nous avions eu un grand débat sur la symétrie des visages. Ouais. Tu aimes quand ils sont symétriques, toi? Ouais. Et ça fait des monstres. Non, parce que tu prends des visages asymétriques et tu les mets symétriques, c'est pour ça que c'est des monstres. Mais Je sais pas pourquoi je vous lance sur des choses Ouais. comme ça. Bon, moi, j'ai veillé avec mon nez à voir un truc qui... Je suis ton cauchemar, en fait. C'est pour ça que tu me regardes pas dans les yeux. Et nous sommes accompagnés par Florine. Florine qui, à l'école, était très très mauvaise en symétrie. Et oui, je salue mon cher professeur de mathématiques du collège. J'aimais bien tout sauf la géométrie, voilà. On ne se refait pas. Donc, pour cet épisode sur la symétrie, ça va être très compliqué de différencier l'asymétrie Oui, de de l'asymétrie. the asymétrie. The asymétrie. Donc, on va commencer par une chronique Ticket to Teach de Jérôme sur l'asymétrie et la différenciation pédagogique. On en discutera bien sûr comme d'habitude. Et puis, on passera en revue les derniers jeux découverts et on terminera par notre habituel petit jeu de culture ludopédagogique. Donc, on t'écoute, Jérôme, sur l'asymétrie et la différenciation pédagogique. Merci Florine. Alors, l'asymétrie en jeu désigne une mécanique dans laquelle les joueurs et les joueuses n'ont pas les mêmes ressources, capacités, objectifs ou règles. Contrairement aux jeux symétriques, où chacun joue avec des conditions identiques, les jeux asymétriques offrent des expériences différenciées selon le rôle ou la faction incarnée. Cette asymétrie peut être modérée avec de légères variations entre les joueurs et joueuses, comme des pouvoirs spécifiques, ou l'asymétrie peut être forte, où chacune et chacun suit des règles totalement distinctes et adopte des stratégies radicalement différentes. L'asymétrie vise à enrichir la rejouabilité et à proposer des défis adaptés à des styles de jeu variés, mais elle pose aussi des enjeux d'équilibrage et de compréhension des mécaniques. Alors, l'asymétrie, c'est une mécanique puissante en jeu de société, aussi en jeu vidéo d'une certaine façon, et contrairement aux jeux symétriques, aux jeux symétriques, où chacune et chacun dispose des mêmes ressources et capacités, donc ici, on introduit des différences de structure. Donc ça peut être des factions, je vous dis, avec des pouvoirs distincts, des conditions de victoire qui peuvent être différenciées, ou encore des rôles qui peuvent être complètement opposés. Et ça, c'est quelque chose qui enrichit vraiment l'expérience ludique et ça encourage, je pense, l'adaptation. Et je pense aussi que ça nous permet d'avoir une compréhension de stratégies divergentes. Alors, dans les jeux de société spécifiquement, l'asymétrie peut se manifester sous différentes formes et degrés de complexité. Certains jeux, comme Twilight Imperium 4, encore plus avec ses extensions, eh bien, ces jeux illustrent une asymétrie évolutive où chaque faction est dotée de capacités différenciées. Technologie, ressources, stratégie politique, tout en partageant un socle commun de règles. D'autres, comme Hegemony, dont on reparlera, je pense, pas mal, plongent les joueurs et les joueuses dans des positions radicalement différentes, qui représentent des classes sociales ayant des objectifs, et ils ont même des mécaniques qui sont distinctes. On a aussi des jeux qui sont des jeux de duel, des duels asymétriques, comme Star Wars Rebellion ou Le Seigneur des Anneaux, La Confrontation. Deux jeux, au passage, que je trouve excellents. L'un ou l'une des joueurs ou joueuses joue une force dominante dans ces deux jeux, l'Empire ou Sauron, dans la Guerre de l'Anneau, tandis que l'autre joue une faction rebelle ou une faction beaucoup plus minoritaire qui cherche à renverser ou à résister à l'ordre établi. Donc il y a vraiment une asymétrie très très profonde et qui renvoie évidemment à l'univers et à la narration. Ce qui rend l'asymétrie fascinante en pédagogie, c'est qu'elle permet d'introduire une différenciation active. Dans l'éducation, tous les apprenants et toutes les apprenantes ne partent pas avec les mêmes ressources, les mêmes compétences ou les mêmes méthodes d'apprentissage. Et je vais citer
un auteur que je ne cite pas si souvent que ça, John Rawls, qui est un historien des idées américain, qui, dans Théorie de la justice, propose le principe de différence. Une société juste, selon lui, ne signifie pas donner exactement la même chose à tout le monde, mais plutôt organiser les inégalités de manière à ce qu'elles profitent aux plus désavantagés. Il ne remet pas en cause le principe d'inégalité, il vise juste à ce que les inégalités, lorsqu'il y a des ressources, elles bénéficient aux plus désavantagés. Ce principe, on peut l'appliquer dans les jeux asymétriques et de manière complémentaire à l'apprentissage. Un bon jeu asymétrique n'est pas un jeu déséquilibré, mais un jeu où chaque joueur peut tirer le meilleur parti de ses forces tout en ayant une chance équitable de réussir. L'asymétrie L'asymétrie pédagogique permet donc d'adapter le jeu aux forces et aux besoins des apprenants. Dans un cadre pédagogique, cela peut se traduire par l'attribution de rôles différenciés selon les compétences des joueurs. Un élève ou un étudiant expérimenté pourra jouer une faction peut-être plus complexe. Comme dans Twilight Imperium, on a des fois des conseils en disant plutôt à prendre ces factions un petit peu plus basiques avec des stratégies moins subtiles, moins périlleuses. Tandis qu'un joueur débutant, un joueur plus expérimenté a quelque chose de moins intuitif qu'un joueur débutant. Dans Hegemony, l'étude des interactions asymétriques peut aussi servir de base à une réflexion sur l'économie et la politique, en plaçant les étudiants dans des situations de confrontation d'intérêts où chacun doit défendre sa position tout en négociant avec les autres. Ce jeu-là, il l'illustre, je trouve, assez bien. Et donc le débriefing, je le trouve certainement plus intéressant que ne l'est l'expérience de jeu. Cependant, l'asymétrie pose un certain nombre de défis. Elle est difficile à équilibrer. Et certains joueurs et joueuses peuvent ressentir une frustration face à une faction qui leur semble trop faible ou trop forte. Dans Star Wars Rebellion, l'Empire a des ressources qui sont immenses, mais doit traquer un ennemi qui est quasiment insaisissable. Et cette tension asymétrique, ça crée une dynamique forte, mais ça donne parfois une impression d'injustice, et en particulier dans des dispositifs, je vous dis, où il y a eu un problème de méconception de l'équilibrage. Dans un exemple auquel qu'on avait pu expérimenter ensemble, dans Europa Universalist, The Board Game, je jouais le joueur espagnol qui disposait de ressources quasiment infinies, qui pouvait quasiment seul aller exploiter le Nouveau Monde. Et Nicolas avait les États papaux et avait évidemment des moyens qui étaient complètement limités. Et ici, il y avait une asymétrie vraiment très forte, où l'un contrôle un empire colonial extrêmement puissant, tandis que l'autre joue un rôle qui est plus diplomatique et dans une perspective beaucoup plus religieuse. Mais les deux cherchent à influencer le jeu avec leurs moyens et avec leurs ressources. Et ça nous impose, ça nous oblige, ce type de dispositif, à adopter des stratégies qui sont diamétralement opposées, à comprendre la complémentarité que l'on peut avoir les uns avec les autres et comprendre ce qui est en jeu, quelles sont les forces en présence. Donc, le bon design pédagogique, comme une différenciation pédagogique bien pensée, ça doit s'assurer que chaque joueur, chaque joueuse, comme chaque apprenant quelque part, vont trouver un chemin viable vers la réussite. Donc l'asymétrie, c'est bien plus qu'une simple mécanique ludique. C'est une réflexion sur la diversité des expériences et sur la manière d'offrir des défis adaptés à chacun. Comme le disait Rawls, dans une société équitable et celle qui tient compte des différences pour mieux garantir l'accès aux opportunités, appliquée au jeu et à la pédagogie, cela signifie que la vraie équité n'est pas dans... la vraie équité ne consiste pas à donner les mêmes règles à tout le monde, mais de concevoir des systèmes où chacun peut exprimer son potentiel. Donc, si vous avez des enfants, ça c'est des choses qui doivent vraiment résonner, je pense. En repensant la symétrie dans nos pratiques éducatives, nous pouvons imaginer des jeux qui ne se contentent pas de simuler des conflits, mais qui deviennent des outils d'apprentissage différenciés et inclusifs. Et je vais citer par Bernard Suits, un ouvrage que j'aime bien, là, sur les sauterelles, The Grasshopper Games, Life and Utopia. Jouer un jeu, c'est essayer d'atteindre un but en suivant des règles qui rendent l'atteinte de ce but plus difficile qu'elle ne le serait autrement. Jouer un jeu, c'est essayer d'atteindre un but en suivant des règles qui rendent l'atteinte de ce but plus difficile qu'elle ne serait autrement. Faire un jeu, c'est quelque part embêter les gens. C'est créer du challenge, créer du défi.
L'asymétrie dans le jeu et en pédagogie repose sur cette idée. Créer un cadre structuré où les obstacles sont différents pour chaque joueur, mais où chacun et chacune peut apprendre et progresser à sa manière. Merci Jérôme. De rien, Florine. Quelle civilité sur ce plateau. Ah oui, extraordinaire. Ça, les joueurs. Parce que dans le jeu vidéo, par contre, Arthur est par là-bas. Oui, on salue Arthur en coulisses avec nous. Alors Nicolas, toi tu apprécies la mécanique asymétrique dès lors que tu intègres un jeu que tu considères bon. Non mais voilà, j'essaye de nuancer mon propos parce que... Je peux saluer la symétrie de Hégémonie, même si j'aime pas le jeu. Après, Alors est-ce que c'est une mécanique qui va quasiment systématiquement enrichir un jeu? Est-ce que... Alors la symétrie, c'est pas vraiment une mécanique, c'est juste qu'on donne des mécaniques de jeu différentes selon les joueurs, quoi. C'est surtout ça. Mhm. Je peux répéter la question? Mais est-ce que c'est un, J'ai bugué est-ce que sur c'est un est-ce que tu veux principe un qui rend particulièrement un jeu intéressant en fait? Pour moi, ça a un attrait important, et déjà parce que ça rend des jeux assez rejouables. Quand il y a beaucoup d'asymétrie dans un jeu, on a envie de tester, de rejouer, de faire plusieurs rôles. Et puis voilà, dans Twilight Imperium, en jeu de base, je crois qu'il y a 17 factions déjà, chaque partie avec les factions, même s'il y a un socle commun entre toutes les factions, parce qu'on joue de la même façon, mais il y a quand même des éléments qui font que notre partie, selon la faction qu'on va jouer, elle va être différente. On va jouer différemment, on va avoir des stratégies différentes et on va souffrir différemment aussi. Donc oui, pour moi, ça rend un jeu attrayant, mais ça va. Les jeux qui sont pas asymétriques sont aussi des jeux qui peuvent être attrayants. C'est pas le problème de la symétrie, c'est que c'est comme disait Jérôme, c'est vraiment difficile. Enfin, plus la symétrie est profonde, plus c'est compliqué à équilibrer. Et en plus, ça peut être à double tranchant. Justement, on parlait d'hégémonie. Le problème, à mon sens, d'hégémonie, c'est qu'il est tellement asymétrique qu'en fait, le gameplay individuel de chaque faction, pour moi, il est assez pauvre. En fait, il est vite répétitif. Ce qu'un jeu non asymétrique, avec autant de mécaniques, n'aurait pas, en fait. Parce qu'on fait tous la même chose, mais on aurait plein de choses possibles à faire chacun, en fait. Là, il y a plein de choses à faire, mais en fait, on peut pas toutes les faire parce qu'on n'a pas le droit, parce que c'est pas notre rôle, etc. Donc, du coup, on a moins le socle de possibilités de choix est moindre. Dans Hégémonie, ce qui est particulièrement intéressant, c'est le thème, j'ai l'impression, surtout dans un usage, un contexte pédagogique. La lutte des classes. Voilà, Oui, la lutte oui, des oui. classes. Donc, on rappelle peut-être que chaque joueur joue donc soit l'État, soit Les capitalistes, les capitalistes, Les ouvriers. les ouvriers, les classes moyennes. Donc ça, j'imagine que ça peut être facilement Oui. détourné. C'est un jeu qui a été fait avec des spécialistes. De toute façon, ils sont entourés de gens très compétents dans leur domaine. Donc, ça fait très jeu pédagogique. Rien que sans même le modifier, le prendre comme ça. Et puis, mais oui, voilà, il y a. En fait, quand on prend les mécaniques de Hégémonie, elles sont plutôt cool. Le jeu est assez cool. Le plateau est vraiment sympa. Et il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, enfin entre les rôles. Parce que des fois, il y a un peu de dépendance entre les joueurs, etc. Entre ça des factions, je sais pas comment appeler ça. Mais le problème, oui, c'est ce que je disais, c'est que ça tourne vite en rond. Je pense. Enfin, on était 4 à jouer. Je pense qu'on a partagé tout ce. Malgré que le jeu soit un succès absolu et que tout le monde adore le jeu, quoi. C'est. Je comprends pas trop, mais. Il a le. Il est original. Il a Ouais. il a une originalité forte et il introduit un système de dépendance d'une faction à une autre sur un plateau identique. Moi, je trouve que c'est C'est pas sûr. nouveau, mais c'est poussé assez loin quand même. Et ils ont fait un autre jeu. Et il va être moins asymétrique. Il va être moins World asymétrique, Order, ouais. qui est un Kickstarter là, mais il va être. Mais qui prend une échelle au-dessus. On est vraiment des pays. Mais ça va être moins asymétrique a priori. Parce que peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'était pas si. Voilà, bref. Dans les jeux que tu as cités, il y en a pas mal autour de nous, donc Twilight Imperium, Eclipse, on pourrait penser à Mr. Jack aussi, où c'est un duel, un contre un avec un objectif différent. Est-ce que c'est systématiquement des jeux d'affrontement ou de duel?
Est-ce que ça veut dire que Non. l'asymétrie... Ah non. Le coopératif peut être asymétrique. Oui. Souvent, c'est par le. Là, ici, on est sur la mécanique du rôle différent. Dans Pandémie, par exemple. Pandémie, par exemple. Alors, j'aurais du mal à le classer vraiment en jeu asymétrique, mais il y a une asymétrie dans la mesure où alors les rôles sont pas non plus. Non. On a un petit pouvoir en plus, voilà, comme il y a Room 25 qui est quelque part, je crois. Ouais. Derrière qui est- toi, voilà. Et Room 25, c'est pareil, on a 3 ou 4 actions de base qui sont identiques et une action qui est Le décor, s'effondre en direct. je crois qu'il y a une action qui est spécifique à son personnage, son personnage. mais les jeux de type Dungeon Crawler, on en a Voilà, parlé, c'est la pas- coopération, Mm. c'est vraiment des jeux asymétriques. Voilà. Tu peux redéfinir... Parce Dungeon Crawler. que les Dungeon Crawler, c'est mon genre de jeu préféré, je suis ému. Mais on va plusieurs personnes, ou un seul joueur va jouer plusieurs personnages qui vont explorer un donjon, trouver des coffres, tuer des monstres, etc. C'est génial. Et en fait, chaque joueur va incarner un rôle différent dans le donjon, donc va avoir ses propres façons de jouer, etc. Donc c'est de la symétrie, même si ils vont se déplacer aussi, on va avoir un socle commun d'action, on va ouvrir des portes, ouvrir des coffres, mais le fond du jeu, ça va être vraiment je vais soigner, ou je vais faire Ouais, des dégâts, je vais taper. C'est littéralement comme au football où il y a celui qui va arrêter les buts, celui qui va marquer les buts. Ils jouent au même sport, mais ils ont des rôles qui sont vraiment différents et on peut vraiment parler d'asymétrie parce que voilà, des capacités de déplacement, des capacités de. Et donc, c'est des choses qui, là, croisent beaucoup ce qu'on retrouve dans. Là, ces principes-là, on les retrouve beaucoup dans les jeux en ligne, les jeux vidéo en Oui. ligne, compétitifs, ici, où il y a une spécialisation très forte pour justement et du joueur et de l'avatar qu'il contrôle pour pouvoir optimiser. Donc, j'ai presque envie de dire, au contraire, moi, j'encourage les jeux coopératifs à avoir de l'asymétrie dans les rôles pour éviter que soit. D'ailleurs, souvent, ce que je dis, moi, quand j'encadre des équipes, des projets, je leur dis, voilà, travaillez pas en groupe, travaillez en équipe. Le groupe, tout le monde fait un peu la même chose les uns à côté des autres. L'équipe, justement, on a une différenciation et là, on est dans une solidarité totale parce que personne ne fait la même chose. C'est intéressant parce que ça apporte aussi, ça a enrichi notre discussion de la dernière fois sur les jeux coopératifs et leurs limites. L'idée que l'asymétrie peut enrichir un jeu qui manquerait un peu de challenge. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller revoir la vidéo. Notre épisode sur les jeux coopératifs. Ça, vous pourrez mettre des Ça liens. s'affiche Ça par là. s'affichera quelque part. Sinon, Donc, je peux l'écrire. Cliquez sur ma feuille. Donc autrement dit, en classe, il faut pas, ça va pas forcément intéresser ou plaire qu'à des étudiants qui ont un profil de killer, de joueurs qui vont aimer aller embêter les autres. Il y a ça des peut jeux adapter à asymétriques qui différents sont très profils. compétitifs Ouais. aussi. Oui, c'est ça. Mais normalement, ça peut plaire à une large gamme d'étudiants et de profils. Oui. Ou c'est pas plus limité que. Ah non, je dirais, moi, un jeu au symétrique. contraire, En ça défense, permet limite. d'engager davantage de personnes. Mm. Après, il y a le souci. C'est pour ça que l'équilibrage n'est pas simple. Et puis l'affectation du rôle n'est pas simple non plus. Parce qu'avant de donner à la personne le rôle qui finalement va convenir à ce que la personne attend ou souhaite ou peut faire, c'est pas simple à doser. On a des effets de surévaluation ou de sous-évaluation qui peuvent venir ou de l'enseignant-enseignante ou voilà, des étudiants et étudiantes. Donc c'est Alors justement, comment on détermine ça Est-ce qu'on fait de l'aléatoire Est-ce qu'on fait par rapport Est-ce qu'on pense être les compétences des étudiants Profil. Profil bon, de joueurs les profils de joueurs sont quand même enfin l'étude des profils, moi me servent, enfin je me sers, mais je m'en sers pas complètement. Généralement, après, je refais des groupes qui sont quand même plus ou moins aléatoires. Mais ça me permet, dans mon encadrement, à chaque fois, de pouvoir quand même avoir une vue un peu plus nette et éventuellement de séparer des profils, de mettre tous les profils ultra agonistiques ensemble, dans le même groupe. Ça, généralement, j'aurais tendance à les séparer, mais... Donc, tu fais quand même passer un test de Bartle, par exemple, avant. Oui. Et par contre, ce que je ferai, c'est que je ferai éventuellement, si j'ai le temps, dans les conditions idéales, on ne les a pas toujours, mais idéalement, je testerai, mais ça c'est un peu plus pour moi, et puis aussi pour eux qui commencent à avoir un peu ça les renseigne aussi, de savoir un peu comment ils sont. Voilà. Et de faire jouer un bout de jeu, pas le jeu complet, mais de faire jouer un bout de jeu plutôt en entraînement,
pour qu'eux aussi ils découvrent et ils voient c'est quoi les rôles. Et ensuite, peut-être d'avoir quelque chose où ils peuvent se positionner s'il y a une expérience de jeu qui est plus longue. Mais ce qui est, je pense, pas souhaitable, à moins que ce soit l'objet, que ce soit l'exercice de voir comment ils s'auto-organisent. Mais généralement, j'aime pas trop qu'ils s'auto-organisent. Moi, j'ai des rôles qui sont assez. Donc, par exemple, tu vas pas les laisser choisir en fonction du thème. Si on prend soit l'exemple d'hégémonie, soit de route qu'on a sur le plateau, tu vas pas leur laisser choisir leur faction en fonction de. Peut-être pas. Non. Oui. J'aurais peut-être. De leurs affinités. Je pense qu'ils prendraient tous les chats, du coup. La marquise du chat. Mais est-ce que justement, dans les jeux comme ça, asymétriques, est-ce que c'est pas plusieurs parties qu'il faudrait faire pour essayer de varier les rôles et puis, Hégémonie, je pense que c'est l'idée, je pense. C'est de se dire, je vais jouer... parce que les rôles sont un petit peu en miroir. En miroir. Ouais, certaines actions, ouais. Et... je les ai... Oui, enfin bon, et donc les rôles sont un peu en miroir. Et donc ça peut être intéressant. On a dit quoi comme j'ai l'impression qu'on s'est gouré. État, capital, industrie, ouvrier et classe moyenne. Et capitaliste. Oui, on l'a dit. Ouais. D'accord, j'ai l'impression que je sais plus compter à 4, mais c'est pas grave. Oui, c'est le jeu dans ces cas-là. Idéalement, on joue chaque faction. Comme ça permet de voir. Mais après, si on débrief, c'est aussi de donner de la valeur. J'ai pas besoin de prendre le rôle de tout le monde. Je peux aussi écouter ce que les autres ont à dire dessus. Parce qu'il y a un moment où on va... nous, c'est ce qu'on a commencé à faire. On l'a fait 2 fois. On était tous les 4 avec Damien. On a joué 2 fois le même jeu. Avec des rôles différents. Avec des rôles différents. Leur jouer 2 fois de plus pour qu'on fasse toutes les configurations, ça aurait été un peu usant. Ah oui. Donc, je confirme. Parfois c'est pas simple la symétrie parce qu'on peut pas mécaniquement l'encadrer. Donc, on parle souvent des jeux de rôle qui sont des super opportunités de pouvoir faire. Les jeux de rôle, qu'ils soient physiques ou grandeur nature, donnent par un background, par des caractéristiques, finalement une certaine orientation du personnage que le joueur contrôle. Néanmoins, le joueur choisit un peu de le faire agir comme il souhaite. Donc, quand bien même, j'imagine, dans mon jeu de rôle grandeur nature, je vous attribue à tous et à toutes un rôle différent, avec en tête, en me disant, ce rôle-là, il doit être un peu joué comme ça. Dans les faits, c'est pas toujours, on le sait bien, celui qui avait le rôle de l'inspecteur qui va faire l'enquête. Vu que, de façon quasiment sous-jacente, la mécanique invite tout le monde à le faire. Et c'est là où, en fait, on a des asymétries qui peuvent devenir décoratives. Oui, complètement. Donc, typiquement, justement, les jeux d'enquête grandeur nature peuvent courir ce risque-là. Ouais. Et comment on remédie à ça quand on est game designer Justement, ce que disait Jérôme, c'est que c'est pas, tu peux pas trop. À moins de vraiment bien encadrer les règles. Dans un jeu de plateau, c'est plus simple parce que c'est des règles. Voilà, on a des. Je peux faire ça, je peux pas faire autre chose. Donc, du coup, ça encadre ce que je vais pouvoir faire. Mais c'est vrai que dès qu'on sort un peu, on a des règles un peu flottantes comme ça qui sont pas très encadrées, c'est clair que ça va être plus difficile de limiter les possibilités de chaque joueur pour qu'il vraiment reste dans son rôle, etc. Est-ce que c'est pas l'intérêt aussi de jouer avec les quêtes secondaires? Je vais pas cacher le fait que tout le monde a le même objectif à la fin, qui est trouver le coupable, par Vous exemple. avez des objectifs personnels mais cachés. on va avoir des quêtes cachées. personnelles. Alors ça peut. Gloomhaven le fait. C'est quoi? C'est mon challenge. Vous citez des auteurs, moi je cite Gloomhaven. Dans le bingo, Oui. Ça marche plutôt bien parce que y a toujours un moment où on essaie de réussir sa quête jusqu'au moment où on sent que si on essaie de faire la quête, on va faire perdre l'équipe et du coup ça. Donc on arrête à ce moment-là généralement ou alors on le fait mais c'est pas bien parce qu'il faut finir la mission pour valider la quête. Mais oui, des objectifs personnels, ça pourrait orienter les joueurs. Oui, c'est possible. Il faudrait du coup, faut pas que ce soit aléatoire. Il faut vraiment identifier l'objectif parfait pour. Et plus largement, quand on design un jeu asymétrique, quelles sont les choses auxquelles il faut penser pour faire un bon jeu?
Oh là là. Vous avez deux. Il y a beaucoup de choses. Ce que je reprocherais à Hégémonie, c'est qu'il faut... la symétrie, c'est bien, mais il faut pas que ça tourne en rond. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a un socle commun. Voilà, on a les mêmes actions, on a tous les mêmes actions, mais par-dessus ça, on a des actions spécifiques qui sont notre faction, etc. Ou on obtient, par exemple, on fait un truc, on capture un endroit et hop, on a des nouvelles actions qui sont débloquées, mais que pour nous, parce qu'on a capturé le truc. Enfin, parce qu'autrement, ça peut rendre un gameplay un peu pauvre, en fait, parce que on a tellement d'asymétrie qu'on a peu de choses à faire, parce que c'est très cloisonné, et on a peu de choses à faire, quoi. Enfin, et pour moi, Hégémonie tombe là-dedans, malheureusement. Ça peut aboutir à voilà, des règles aussi qui sont beaucoup trop denses, c'est ça. Parce Oui. qu'en fait, quand on commence à On apprend avoir... 5 jeux, parce qu'il y a 5 factions, quoi. Voilà. Très bien. Je vous en prie. Donc, C'est un peu ça, Route, je crois, non? J'ai jamais Ouais, joué à ouais, Route, c'est ça. mais je crois que c'est un peu ça. les... Sinon, par rapport à comment on peut gérer ça, en fait, des joueurs expérimentés peuvent prendre l'asymétrie à cœur et se dire moi, je vais vraiment jouer cette partie-là en jouant l'esprit de ma faction. Donc, l'esprit de ma faction, qui est très agressif, qui est un peu stupide, c'est ça, ce qui fait que je vais la jouer telle qu'elle a été pensée. Et quitte à ce que je ne gagne pas, par exemple. Dans Twilight Imperium, il y a des factions avec lesquelles c'est extrêmement dur de gagner. Mais on s'amuse quand même. Mais on s'amuse quand même Ouais. parce qu'on va créer le chaos sur le plateau. On donne un nouvel objectif. Mais c'est ça. Mais parce que finalement, c'est vraiment le sel de notre faction et autour de cette identité-là. Et donc, le jeu, pour qu'il soit asymétrique et que je puisse jouer ça, bah voilà, je sais que je ne serai pas, voilà, quand on joue à 5, 6, 7, je ne serai pas certainement la faction qui va gagner, mais on va parler de moi. J'aime bien l'idée. Surtout que si on joue 8 heures, il vaut mieux s'amuser un petit peu. Bah, c'est ça. C'est ça. Et alors que si on est tous sur... des fois, il y a des stratégies un peu attentistes sur ce type de jeu ou un peu prudentes qui peuvent... qui peuvent même carrément contrarier l'expérience collective. Mais du coup, c'est là où je me dis que le lore est riche, utile. ouais. Et voilà, en Et tant que précieux. joueuse, j'adore choisir ma faction à Twilight Imperium. Et si je veux y jouer en le rôle, etc. Et j'en prends d'autant plus de plaisir si j'ai choisi ma faction et l'histoire de mon peuple, etc. Après, effectivement, j'imagine que nous, on y joue dans un contexte qui n'est pas celui d'enseignants avec des étudiants. Donc, les objectifs ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. En fait, comment... Des fois, le choix de la couleur, j'avais lu une étude, Ouais, moi aussi. le choix de la couleur pouvait... alors, c'est sur des publics plutôt d'enfants de 6 à 12 ans. C'est une étude américaine, mais le choix de la couleur, il faudrait que je la retrouve. Je vais essayer de retrouver ça, Lucie. Mais le choix de la couleur conditionnait l'expérience. Et donc, il pouvait y avoir des désengagements ultra forts, simplement parce que, oh non, j'ai les marrons. C'est caca, les marrons. C'est vrai que notre régisseuse sur notre plateau ici aime beaucoup choisir systématiquement les jaunes, par exemple. Et ça fait partie J'ai un de copain l'expérience qui vraiment prend le rose. Si c'est... Ouais, moi, ça ne va pas le désengager, mais s'il y a le rose, il y va, quoi. Ouais, moi, le jaune, j'aime bien, mais bon, c'est pour ça que je joue jamais avec Lucie. Parce que... Et alors, justement, tu parlais de la frustration que ça pouvait, cette principe asymétrique pouvait générer, notamment aux inégalités. Comment on peut le gérer? En parlant dans le micro. En parlant dans le micro. On peut il y a beaucoup de jeux asymétriques où on conseille de le faire en plusieurs manches. Et c'est une façon de pouvoir compenser l'asymétrie. À Mémoire 44, on joue alternativement généralement les alliés ou les forces de l'Axe. Et on va faire 2-4 parties. Et puis si en fait à chaque fois ça fait 2-2, c'est que le jeu il était assez équilibré. Si à l'inverse, il y a un joueur qui gagne systématiquement, c'est qu'il avait certainement un avantage sur les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on fait une partie d'échecs, c'est pour ça que les échecs sont considérés avec une forme d'asymétrie, hein, parce que les blancs ont un avantage majeur. C'est eux qui créent le premier tempo, quelque part, qui crée l'ouverture, détermine... quand on joue contre quelqu'un qui sait jouer,
détermine la réaction de l'autre. Une ouverture en D4 ou en E4, ça ouvre pas du tout le jeu de la même façon. Et ce qui fait que le blanc, c'est lui qui choisit la partie telle qu'elle va se développer. Et donc, le premier coup. Et heureusement qu'on a une partie, généralement, on a une partie avec les noirs derrière. Et il y a des jeux, le Go, par exemple, lui, c'est un vrai jeu symétrique. Parce que il y a une compensation, je sais plus c'est quoi, c'est le Komi, je crois, ça s'appelle Komi. Il y a une compensation, ou Koshi, ou Shomi. Désolé, cher ami japonais. Donc, il y a une compensation avec un pion en plus. Ce qui fait que. Dans Hearthstone, il y a une carte. Oui, il y a une carte de plus. Mana, ouais. Voilà. Et quelque part, alors après, on retrouve de la symétrie, parce qu'on n'a pas le même deck. Et le deck, il est shuffle, enfin, il est mélangé, donc ça sert pas la même chose. Mais le Go, je pense que c'est un jeu qui est parfaitement. On commence chacun dans son coin et on a, à mon avis, pas de possibilité. On peut pas se plaindre d'avoir quelque chose en moins que l'autre. Et il y a d'ailleurs, les pourcentages sont quasiment à 50% de commencer, enfin, de jouer les blancs ou les noirs. Là où aux échecs, il y a un avantage qui est beaucoup plus fort. Enfin, je crois qu'on a, ça doit être à 54%, quelque chose comme ça, le taux de pourcentage avec les blancs. Donc, c'est pas un jeu symétrique. Et ta question était intéressante. La gestion de la frustration, la gestion de la frustration des étudiants, mais donc, tu as oui, si, en fait, ça répondait à la question. En fait, c'est qu'en fait, on rejoue, et puis si tu as perdu 2 fois, c'est que tu es moins fort. C'est pas parce que l'autre, l'autre avait quelque chose, un avantage qui était. Et moi, j'aime bien d'ailleurs sur. Comment Star Wars Rebellion. C'est super sympa de jouer, d'inverser. Parce que c'est vraiment un jeu où on produit des ressources, on joue, c'est un cache-cache. D'ailleurs, c'est un peu ça, la trilogie des épisodes 4 à 6. Hein, c'est un cache-cache dans l'Empire. Et c'est vraiment. Les 2 rôles sont super sympas à jouer, mais quand on joue son rôle, on se dit, ça va être sympa de jouer l'autre. Et c'est pour ça que c'est ça bien de faire les 2. Alors, les parties sont un poil longues, parce qu'il doit y avoir une partie de 3 heures, donc il faut avoir le temps de se dire. Et on fait la belle dans la foulée, mais. Et en briefing, débriefing, mettre l'accent sur les avantages de chacun. Est-ce Ouais. que tu as appelé les compensations aussi? Oui, et puis de voir. Enfin, soit on a une perspective un peu de compétition de joueurs, de se dire, à quel endroit, finalement, techniquement, tu as fait les bons choix, voilà, vraiment dans cette optique tactique. Et puis après, d'avoir un discours un peu plus méta qui peut être intéressant sur la résilience, sur. Au contraire, sur la maximisation de ses gains, l'exploitation des opportunités. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes à exploiter avec la question de la symétrie. Et ma dernière question pour toi, Jérôme. C'est que pour moi, vous me coupez pas la parole. On va vous laisser. Non, du coup, il y a des disciplines en particulier dans lesquelles on peut plus facilement utiliser l'asymétrie. Alors Mais après, bien sûr, Nicolas, l'histoire, la géographie encore plus. Hein, la géographie, deux espaces sont par définition différents, et donc, quelles que soient les époques, en histoire, on retrouvera ça. Donc c'est justement quelque chose qui ne devrait pas exister dans des jeux un peu dits historiques, parce qu'on n'a pas de configurations qui sont finalement équilibrées. On a toujours un truc qui va faire que c'est pas exactement la même chose. A et B sont 2 lieux. Voilà. Principe de la géographie économique, Michel Derrien. Et toujours, les lieux sont toujours différents. Donc, partant de ça, ça s'y prête bien. Dès qu'il y a du social, c'est pareil, on pourrait imaginer que ça peut justifier. Tu parlais de négociation d'intérêts, donc en économie, par exemple. On peut y trouver son compte. Oui, tout à fait. Et puis, c'est pareil, dans des sciences, dans les sciences, hors sciences humaines et sociales, on a aussi de toute façon des principes asymétriques qui sont des principes dynamiques, en général, sur. Voilà. Je peux en donner quelques-uns, mais c'est pareil, c'est parce qu'il y a parce qu'il y a du vide, parce qu'il y a différentes pressions, parce que il y en a un qui va bouffer l'autre, mais il y a de toute façon des dynamiques qui vont faire que il
il y a un état, il n'y a pas d'état stable et immobile en fait de manière générale. Donc c'est quand même vraiment un principe très riche Ouais. qui peut être Donc on pourrait dans tous les mesurer, enseignements. quantifier. Et Benoît, est-ce qu'un jeu asymétrique l'est forcément dans son graphisme? Ah, bonne question. Mhm. Non. En fait, là, par exemple, je vois les plateaux de route sur la table. Chaque plateau individuel de route est différent. Et pourtant, ils ont tous une cohérence graphique. On repère bien qu'on est dans le même jeu. Ça, c'est par la construction graphique des plateaux. Donc, on a la même typo déjà, on a le même univers graphique. Et après, on a nos emplacements qui sont un peu définis. On retrouve également un code couleur qui est le même. Enfin, on a nos repères comme ça. Bien que ces différents éléments ne soient pas placés forcément au même endroit, on les retrouve. On a des plateaux sur différents jeux qui sont parfaitement symétriques. Je pense à... Non, je n'ai pas d'exemple actuellement. Mais par exemple, les cartes de Weather Machine dont on va parler tout à l'heure, les tuiles, ont des très belles illustrations, mais leur construction est parfaitement symétrique. Une symétrie axiale au milieu, là. Mais voilà, il y a quand même des différences avec les illustrations. Là, le décor qui... T'es en train de divulgacher ta chronique là? Mais totalement. Pas de chronique. Non, je n'ai pas de chronique. Ah, J'ai pas de d'accord. chronique, je Pardon, ne divulgage excuse-moi. rien. Dans le graphisme d'une manière générale, tout ce qui est symétrique, ça a été un standard dans le monde du graphisme et du design parce que c'est un petit peu rassurant en fait. C'est issu des principes de Gestalt. C'est une théorie sur les comportements humains qui précise notamment que nous créons naturellement de l'ordre dans tout ce que nous percevons. Et donc, il y a ce côté rassurant, ce côté stable. C'est ça, la symétrie, c'est le repère. Et l'asymétrie, c'est le chaos. C'est pas vraiment le chaos, tout ce qui est asymétrique, mais en tous les cas, c'est des règles de construction qui sont différentes, qui vont plutôt être jouées autour de l'utilisation du vide, de l'espace. Comment l'espace va créer des tensions par rapport à du blanc et de l'illustration. Et voilà, c'est là où on peut avoir des visuels assez intéressants qui viennent exprimer d'autres choses. On trouve plus facilement une satisfaction graphique à la plus loin symétrie. Je crois que tu as un petit faible. C'est pour ça que, en fait, c'est très utilisé dans le monde du marketing. Les logos, par exemple, des logos Audi, les 4 ronds. Je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le montrer, mais croyez-moi sur parole, il est parfaitement symétrique. Et il y a également beaucoup de choses qui sont jouées sur des symétries radiales, me semble-t-il. Par exemple, le logo Caen, coucou Arthur, le logo Caen qui a été fait pour le millénaire est un ambigramme qui permet d'être tourné et de pouvoir voilà, Comme Dune. l'appréhender. Comme Dune qui est juste derrière toi, que j'ai amené là. Bam. Dune qui est un très bel ambigramme, comme ça. Et Tiens, parce que là- démonstration. Ah. Bam. Il est assez fabuleux celui-là. Ça marche plus. Et donc Et en plus de ça, dans ce logo-là, c'est vraiment 4 fois le même symbole qui est utilisé pour faire. Ouais, Enfin, non, il est très très bien ce logo. Très rassurant pour moi. Il aurait appelé son livre Montagne, ça marcherait pas. Non, c'est sûr. Mais par contre, il y a peut-être une richesse graphique qui est propre à l'asymétrie. Pour reprendre l'exemple de Route, donc on rappelle peut-être Route, jeu de Caldwell ou Vell chez Matago en 2019, jeu où on joue des factions qui volent dans une forêt avec des objectifs différents, soit pour prendre le contrôle de la forêt, soit pour établir un culte, soit pour défendre son territoire. Et comme tu le disais, donc on a tous des plateaux individuels. Et bon, même si ça tend à se développer, les plateaux individuels, j'imagine que c'est quand même quelque chose qui est facilement associé à l'asymétrie. Pas, je pas pense nécessairement. Pas nécessairement. Non, parce qu'il y a Par des exemple, jeux où on a tous un plateau. Celui que tu as à Ouais, côté de Weather toi, alors là, Machine, on c'est va le divulgacher les règles de Weather Machine, mais le plateau individuel de Weather Machine est le même. Je peux pas le pour tous, retourner, y a je vais du tout faire tomber.
On le montrera tout à l'heure. Oui, il est le même pour chaque joueur. C'est le même pour chaque joueur. Pardon, je touche à rien. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Mais à culpa. Mais d'accord, donc c'est plus ce qu'on va faire de ces plateaux individuels. Une tentative de communication en direct. Soirée dans la classe. Écoutez. Et dans le jeu vidéo, bon, on a évoqué le principe du dungeon scroller Oui, qui se reflète un peu dans les jeux type League of Legends ou World of Pardon, Warcraft. le dungeon scroller, qu'est-ce que... Dans les jeux vidéo, le fait que chacun ait un rôle dans un jeu en Ouais. équipe. Ah bah, il y a plein de jeux comme ça, oui. Les Valorant, même les MOBA. Enfin, c'est que des jeux asymétriques, en fait. Parce qu'on va incarner un personnage qui a des pouvoirs différents et qui fait autre chose, quoi, que les autres. Et là aussi, en termes de design graphique, peut-être qu'il y a des choix intéressants qui sont faits. Comment on montre à l'écran que chacun a des objectifs, des ressources, des pouvoirs différents? Des fois, sur les jeux vidéo, il y a une aura ou une espèce de marqueur au sol qui peut être plus ou moins étalé en fonction de la puissance de la personne qu'on va croiser. Qui est, Puis même le design de l'avatar qu'on a déjà va indiquer ce qu'on va faire. Si j'ai une seringue et une blouse, je vais vous soigner. Quoi. Il ne faut pas s'y apparences. Il y a une grosse armure, je vais prendre les coups. Et sur... oui. Dans Red Dead Redemption, quand on joue en ligne, quand on voit, il faut finir le jeu, quand on joue en ligne, on voit bien l'état du matériel de la personne. S'il a les petites vestes toutes propres avec les colts en or, tu te dis que c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver alors qu'il n'est pas habillé en clochard, comme moi, qui pourtant fait des dizaines d'heures, mais que je mettrai jamais un centime dans ma veste. Mais globalement, c'est souvent un indicateur pour savoir le... Alors là, c'est quand même encore différent, parce que c'est pas le jeu qui t'invite dans ce cas-là à prendre un rôle, que les joueurs aient un rôle différent. C'est ton expérience qui va influencer sur la partie. Je dirais même que c'est de la personnification de l'avatar un peu. Mais c'est plus trop de la symétrie, par contre. C'est ça. Moi, de fait, ça me fait souvent dire attention, potentiellement, lui, il est dangereux. Oui, mais ça va pas. Il va pas t'envoyer une boule de feu pour autant, quoi. Il va tirer avec des pistolets comme toi, quoi. Le jour où tu me croiseras dans Red Dead Online, torse nu. Je crois que j'ai pas grand chose sur moi. Je te reconnaîtrai du fait. Moi, je propose qu'un jour on fasse un live où on s'affronte sur Red Dead. Voilà, pour les vacances. Et il faut que qu'on se mette sur la balle est dans votre camp. Et très bien, je vous remercie. Alors, si on n'a pas de questions particulières dans le chat, je vous propose de passer à la revue des derniers jeux découverts. Benoît, je te laisse me confirmer, mais je te remercie. Donc, tout va bien sur le chat. Très bien. On vous salue en tout cas. N'hésitez pas à échanger avec nous si vous voulez nous partager vos remarques et vos questions. Alors, donc, la semaine dernière, Jérôme, tu as joué avec Damien au match du siècle. Match du siècle, jeu de Paolo Mori chez Jikamic en 2024. Et puis, nous avons joué donc, avec Arthur, Lucie et Benoît à Weather Machine de Vital Lacerda et David Tourcy. Illustré par Yann O'Toole. C'est absolument magnifique. Chez Eagle Gryphon Games en 2022. Donc on a installé une partie du plateau sur la table. Lequel de vous deux veut commencer à nous faire un petit retour sur ce jeu? Allez-y. Moi, ça sera plus rapide, c'est un jeu à deux. Très bien. Donc Benoît, est-ce que tu veux nous dire un petit peu c'est passé Weather Machine pour toi et puis un peu le principe? Ouh là là. Tu peux compléter évidemment. Bien sûr. Ce que tu as devant toi, c'est pas Weather Machine. Oui. Oui. On va créer de la confusion. Weather Machine, donc c'est un gros morceau de Vital Lacerda, illustré par Yann O'Toole. C'est parfait ça. Dans ce jeu, on va incarner, chaque joueur va incarner un professeur qui va tenter de rétablir de l'ordre dans la météo qui est déréglée par un espèce de savant fou qui s'appelle Lative. Et donc voilà, donc on va avoir différentes actions, on a différents lieux, on va pouvoir, c'est de la pose d'ouvrier. Et donc il y a beaucoup il y a une construction mine de rien d'effets en chaîne. Chaque action va pouvoir
nous permettre de déclencher une autre action, va nous permettre d'avancer sur une piste particulière qui va nous permettre de faire des choses sur notre plateau individuel. Enfin voilà, ça combotte de partout. Une prise en main peut-être au départ un petit peu longue, mais un jeu très fluide au bout du compte. Une fois que les actions sont expliquées, enfin voilà, ça se déroule bien. Il y a quand même un peu de paralysis analysis. On est souvent à se dire mince, mais je pourrais faire ça, et si je peux faire ça, et enfin, voilà, à se bloquer un petit peu. Graphiquement, c'est chargé, certes, mais très bien illustré par Yann O'Toole, qui est le collaborateur principal de Lacerda. Et voilà. Alors oui, c'est très bien résumé. Une des choses intéressantes, à mon sens, aussi dans Weather Machine, c'est que ça permet d'initier aussi à ce qu'est un protocole de recherche, notamment de publication, puisque un de nos objectifs, c'est de publier un livre sur la météo, sur un de nos sujets de prédilection qui peut être la pluie, le soleil, etc. Et donc pour ça, chacune des actions qu'on va aller faire dans chacun des espaces de jeu va nous permettre de publier un article. Et après avoir publié un certain nombre d'articles, on pourra publier un ouvrage, sachant qu'il y a aussi une mécanique qui intègre l'idée qu'on peut citer les autres, donc citer un article déjà écrit par un autre personnage. Donc je trouve ça assez intéressant quand même. D'avoir intégré cette thématique-là. Il y a aussi le gouvernement, un des espaces dans lesquels on peut aller placer des ouvriers, c'est le gouvernement. Le gouvernement qui veut à la fois nous aider, mais en même temps, c'est dit très nettement dans le livret de règles, qui veut avoir sa part du gâteau. Donc quand la machine commence à fonctionner, le gouvernement va apporter du financement et en même temps, nous, on peut aller chercher des financements ou des subventions au niveau du gouvernement. Donc au niveau du thème, c'est aussi très riche. Enfin, Nicolas, tu n'y as pas encore joué, je crois. Non, après, la Cerda, je pense que ça va être sympa. Mais voilà, il y a quand je même, vois qu'il y a un insert. Enfin, il y a toujours des inserts de fous furieux dans ces jeux. Ils sont chers, mais... Pour le coup, je trouve que les mécaniques et le thème se répondent super bien. Quoi. Le matériel est de qualité, c'est très bien. Donc, belle découverte. C'est vrai que... Ça donne envie. Quand tu dis fluide... c'est pas forcément... Moi qui adore les jeux de placement d'ouvriers, je trouve qu'il faut quand même réussir à décrypter systématiquement la chaîne d'action qu'on peut faire quand on se pose à un endroit. Mais au bout du compte, le plateau peut sembler effrayant comme ça, mais à vrai dire, on a 6 actions principales. Une action de dépôt où on va aller choper des produits chimiques, parce que pour régler la météo, il faut des produits chimiques. Et c'est ça, c'est là où il y a de la fluidité. Après, c'est vrai que de se dire que cette action va me permettre de gagner telle chose, de pouvoir faire telle chose, et là je peux refaire une action derrière. C'est un jeu profond, c'est un jeu qui est complexe. Ouais. Et il y a toute cette mécanique sur le plateau individuel on va ajouter c'est beau, c'est un très beau plan, bravo Lucie. On va ajouter des éléments à notre atelier. Il va falloir les choisir un petit peu astucieusement en fonction des produits chimiques qu'on voudra y ajouter et des rouages qu'on voudra y ajouter également. Rouages et produits qui nous permettront à leur tour de gagner soit de nouveaux rouages, soit des avantages comme un ou des articles. Ça nous met l'eau à la bouche. Je crois qu'on a 5 jeux de Vital Lacerda et j'en ai joué 1,5, je crois. On a prévu de se faire une grande session. Il faudrait peut-être qu'on rattrape notre retard. Donc voilà pour un premier petit tour de Weather Machine. Donc effectivement, le matériel et l'illustration, c'est quand même aussi une grosse plus-value. Et pardon, quelqu'un. Et Jérôme, toi, tu as joué au match du siècle. Voilà, maintenant que tu as tout mis, attends, je vais exterminer ton truc. Hop. Et donc moi j'ai joué au match du siècle qui reproduit le match du siècle. Qui a opposé donc Boris Spassky à Bobby Fischer. Et donc, donc là, on est dans le contexte de la guerre froide. C'est un match sur les échecs. Donc, il y a deux trucs qui me semblaient partir très bien pour moi. C'est que ça parlait d'histoire de la guerre froide, ça parlait d'échecs. Et de ce match qui est légendaire. Je spoil, normalement, c'est Bobby Fischer qui gagne. Et donc, on est sur un jeu qui est... Il a arrêté les échecs d'après, d'ailleurs. Ouais, enfin après, ouais. Il avait des petits soucis, des problèmes.
Et donc le jeu est intéressant, selon moi, parce que il parle d'échecs, mais on joue pas aux échecs. Donc il n'y a pas besoin de connaître spécialement les règles d'échecs pour pouvoir y jouer. Et donc on a un plateau qui ressemble à ceci. Donc il y a le côté du joueur américain et le côté du joueur russe. Et c'est un peu un tug of war sur chaque partie, donc un tir à la corde. On va jouer un certain nombre de coups. Et il faut qu'il y ait un joueur qui gagne un avantage décisif. Donc dans les parties d'échecs avec des joueurs professionnels, on ne va pas jusqu'au bout en disant échec et mat. Enfin, pardon, échec et mat. Mais en fait, on va rarement jusqu'à ça. Généralement, ils identifient que leurs chances sont tellement compromises que ça ne sert à rien de se cramer des neurones à réfléchir davantage. Et donc si on voit qu'on je ne gagne pas, on concède la défaite. Et donc là, c'est ça. On serre la main. Et donc là, ici, le jeu va jouer un certain nombre de manches, 6, 8 manches, et on va avancer sur la piste qui est là-bas. On a un roi là, qui est ici, qui partirait du bout là-bas, et qui pourrait éventuellement, on gagne la partie quand on avance, et on gagne 6 parties, et on se retrouve ici. Et donc pareil pour l'autre adversaire. Et si on fait un match nul, c'est le tenant du titre, donc Boris Spassky, qui garde le titre. Ce qui est sympa dans le jeu, c'est que ici, on a en main un certain nombre de cartes. Et on a un nombre de mains qui a un certain nombre de cartes en fonction de un peu l'état dans lequel on va se trouver. Donc en début de partie, on va se trouver par ici, et puis on va avoir une évolution de notre mental. Et notre mental, il va déterminer le nombre de cartes qu'on peut avoir en main et le nombre de petits jetons bonus qu'on va pouvoir récupérer. C'est ça, les petits jetons bonus. Et donc en fait, pour pouvoir jouer, je vais choisir de prendre, donc suivant, donc les cartes, c'est les mêmes cartes, et si je joue les blancs, je les prends dans ce sens-là, et si je joue les noirs, je le prends dans ce sens-là. Et donc, et c'est les mêmes cartes que je garde d'un tour sur l'autre. Donc, des fois, je peux me dire, je vais vite me débarrasser de cette carte-là et jouer faire la partie, pour pouvoir garder les bonnes cartes que j'ai avec les noirs, qui me permettront de pouvoir gagner par la suite. Et donc après, c'est un jeu où on compare. Par exemple, je vais jouer cette carte-là ici sur le truc 4. Mon adversaire va jouer éventuellement ceci, et il va rajouter un 1. Et là, en fait, on fait que lui, il a 1 plus 1, ça fait 2. Et lui, il a que 1. Et donc, c'est ce joueur-là qui va gagner les 4. Là, ici, il gagnait les 4 points. Et ce faisant, il va gagner 4 points d'avantage vers son camp. Et une fois qu'il n'y a plus de points qui sont... là, ici, il y a 4 points, mais il reste encore en jeu 6 points. Donc, potentiellement, le bleu peut encore inverser l'avantage. Et donc, c'est un jeu assez dynamique où on joue des cartes, on les repositionne. On joue ces cartes qu'on a en main. On gagne beaucoup à jouer sur les cartes qui sont en rapport avec notre personnage à nous. Il y a des cartes qui sont... donc, j'ai mes cartes... Voilà, on n'a pas les mêmes cartes. Et en fait, Fischer a un moins bon moral, mais il est plus génial. Et donc, en fait, on a chacun des cartes de deck de couleurs qui sont différentes. Et donc, c'est important de vraiment maximiser ces cartes. Donc, au bout de plusieurs parties, je pense qu'on doit vraiment pouvoir avoir des vraies stratégies de conservation ou pas des cartes. Et donc, Spassky, lui, il a vraiment intérêt à faire péter les plombs de son adversaire. Donc, et donc, à avoir quelque chose, il ralentit le jeu, il concède des défaites pour pouvoir avoir des grosses mains de cartes, pour pouvoir vraiment épuiser mentalement Fischer, qui tiendra moins le coup sur la durée. Donc, c'est un jeu que je trouve intéressant parce que ça parle d'échecs. On ne joue pas du tout aux échecs. Il y a des événements qui renvoient à un peu du contexte. Par exemple, Fischer avait fait un caprice entre la partie, je ne sais plus, 4 et 5, parce que c'était filmé, il y avait des millions de personnes qui regardaient la partie, et le bruit de l'enregistrement de la caméra le gênait. Et donc il a dit « je ne veux plus de caméra ». Et donc ils ont dû les faire jouer ailleurs, parce qu'il lui refusait, il avait des problèmes de concentration. Et donc on a une carte comme ça que l'on peut jouer contre Fischer, pour qu'il y ait du bruit de déconcentration. Ah oui. Et donc, où on peut justement faire un peu l'erreur de se dire, voilà, sur cette carte-là, typiquement, c'est 1-5, je ne vais pas la jouer avec les blancs, je vais plutôt attendre le tour suivant où j'aurai les noirs pour pouvoir jouer cette carte qui est beaucoup plus puissante. Donc, c'est un jeu assez intéressant, asymétrique, et qui est vraiment un jeu de planification et d'observation de ce que fait l'adversaire. Ok.
Ça Ouais. donne Et plutôt qui s'est envie. vraiment bien emparé du thème. Quoi. Et Ouais. du thème et de ce qui est Et autour. pour autant, moi, quand j'ai commencé à ouvrir le paquet, j'ai dit ouais, c'est quoi des pions rouges? Qu'est-ce que au secours! La partie qu'ils ont fait, vraiment, il y avait pas de temps limite, je crois. Les parties, elles étaient pas. Non, ça a été introduit après le principe du temps. Ouais. Donc, ils pouvaient rester longtemps à réfléchir. Et l'autre, il attend. Quoi. Il attend, mais en même temps, en fait, c'est vraiment comme une course. Et donc, c'est épuisant mentalement, les échecs de ce niveau-là. Donc maintenant, d'ailleurs, si vous regardez des parties, vous les voyez, ils sont tous avec des boissons énergisantes et qui boivent. Et Ils d'ailleurs, changent de table sans arrêt. ils changent de table. Ouais. Enfin, ils sont... voilà, parce que ça draine énormément. Et il y a un excellent, ça je voulais dire, il y a un excellent jeu de... Ça me fait penser le match du siècle, il y a un excellent jeu de rôle grandeur nature. Le match du siècle. Ah bah, Que... ça peut être très intéressant. qui est très intéressant et qui reprend ça autour de ce même voilà. On incarne des joueurs d'échecs. On incarne Bobby ouais Bobby Fischer et ses entraîneurs, les journalistes, il y a des agents de la CIA qui sont infiltrés. On peut aller le faire, s'il vous plaît. En plus, il se joue, je crois, à 9 joueurs. Donc, à voir. Il est pas très long. Intéressant. Alors, on va conclure l'émission sur notre petit jeu habituel pour tester nos compétences de ludopédagogue. Alors, rappelons quand même, hein, on doit l'honnêteté à nos auditeurs, que nous nous sommes arrêtés sur un petit échec relatif avec nos biologistes. Là, Ah oui, j'ai vu ça, ouais, en live. Mais t'étais pas là aussi. Mais c'est pour ça. on manquait de ta Avec compétence. Arthur à la table, on avait moins de chance. Donc, je sais pas si depuis chez toi, tu non, avais mais eu c'était l'idée, intéressant. Je me souviens un peu, mais là, comme ça, j'aurais pas de. Mais j'ai compris votre souffrance. C'est la biologie, ouais. Alors, on va essayer de faire mieux aujourd'hui. Donc, on le rappelle, vous piochez chacun une contrainte d'accompagnement d'un projet d'enseignant, projet de ludopédagogie. Alors, première étape, décoller les petits post-it. Qu'est-ce que tu as eu comme contrainte? C'est une discipline. Gestion. D'accord. Optimiser l'utilisation de capacités uniques pour maximiser son efficacité. Très bien. Nicolas? En salle de TD. Et moi, c'est pour des joueurs non francophones. Donc, on a un public non francophone de gestion. Enfin, ils font des études dans gestion. En salle de TD, bon, ça va. Simple. Pour optimiser l'utilisation de capacités uniques pour maximiser son efficacité. Donc, les capacités uniques, c'est pas mal. C'est bien dans le thème de l'émission. Merci, Benoît. J'ai toujours envie de dire jeu de rôle à chaque fois. Ouais, les jeux de rôle, ça marche quand même à chaque fois. Mais là, si c'est un jeu de gestion, on pourrait faire un vrai jeu de gestion. Parce que capacité unique... ouais. Jeu de gestion et j'allais dire hégémonie, mais il y a des capacités uniques. Détourner, hégémonie. Un peu, ouais. Oh, en gestion, vraiment gestion. Ouais, si c'est de la gestion, je partirais sur des bases d'Agricola ou d'un jeu là d'Uwe Rosenberg avec une grosse mécanique bien huilée. La gloire d'Odin. Et puis on peut avoir, on joue des factions un peu différentes. Il faut qu'on gère notre clan, nos pillages, nos rituels. La gloire d'Odin, c'est pas mal parce que le truc, c'est joueur non francophone, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, il faut pas de texte particulier, c'est beaucoup d'icônes. Et c'est vraiment bien. Ah oui, gloire d'Odin, oui, c'est très bien. Donc détourner un jeu de gestion type gloire d'Odin en attribuant, en s'assurant que chaque joueur ait une capacité unique. Oui. C'est un jeu qui est très vaste. On peut faire plein de choses différentes et du coup, on pourrait orienter et dire voilà. Ouais. Toi, tu te concentres là-dessus. Et puis... Un combat de stylo. Je te défie au combat de stylo. Non, on n'a pas parlé de Laboratoria. Ah oui. Qui est un peu asymétrique quand même. Ah bah qui est 100% asymétrique. Ah oui. C'est à s'y méprendre. Je voulais dire un mot sur Laboratoria. Vas-y. Ça fait deux. On l'avait déjà présenté dans une émission. On mettra le lien par là. Où Laboratoria, on incarne des pôles, on va dire appeler ça comme ça pour prendre comment on fait au CMU.
des pôles dans un laboratoire. Et voilà, chaque pôle a ses propres missions qui sont vraiment uniques pour le coup. Et il faut les utiliser à bon escient en travaillant en coopération avec les autres pôles pour mener à bien des scénarios coopératifs. Et donc là, oui, pour le coup, c'est vraiment des compétences uniques parce qu'il y a la personne qui va plutôt s'occuper de faire des expériences scientifiques, il y a la personne qui va gérer le budget, par exemple. Là, forcément, en gestion, ça c'est Dilt. Il y a la personne qui va gérer le directeur du laboratoire. On sait qu'être directeur, c'est pas un métier facile. Hein. Sûrement. Et il y a l'ingénieur qui va plutôt s'occuper des infrastructures, des machines, etc. Donc là, oui, c'est. Et dans une salle de TD, ça rentre. Et est-ce que ça fonctionne pour des joueurs non francophones? Alors, les cartes, il y a beaucoup de texte par contre. D'accord. Et on pourrait imaginer une version où on va mettre plutôt une iconographie, mais. Il y a beaucoup de textes et les joueurs doivent beaucoup échanger entre eux. Oui, alors il y a une variante où ils ne parlent pas. On peut ne pas Il y a parler. des labos, on se parle pas. Et on doit lire en fait les intentions des joueurs par rapport à ce qu'ils ont joué avant, etc. Mais oui, ça demande de parler pas mal, oui. Parler anglais, par exemple. Mais, Ouais. Un jeu qui a été créé ici au CEMU. Oui. Par qui? Par nous. Donc laboratoria, pas forcément diffusé pour l'instant. Non, on a une démo très avancée. C'est vrai qu'on a vraiment un design abouti, etc. On a une version jouable, une mission jouable en fait. Mais pour l'instant, on n'a pas de version complète. Peut-être Voilà. par la suite. C'est un souhait un jour. Alors sur ces belles perspectives, on va pour l'émission, à moins bien sûr que vous ayez un dernier petit mot à ajouter. Mais de quoi va-t-on parler la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, nous allons parler de l'Antiquité dans les jeux. Peut-être que nous allons aller vers Rome, par exemple, mais pas que. Tous en toge. Oh, on pourrait faire Non. une émission La costumée. toge, c'est très habillé. Hein. À Rome, c'est pas la tunique. Hein. La tunique, c'est vraiment pour c'est très casual. Mais alors, la toge, c'est. Et puis, on ajoute qu'on va bientôt migrer vers YouTube également. Vous êtes. À la demande unanime. Vous nous regardez jusqu'à présent sur Twitch ou LinkedIn ou en replay sur la médiathèque pédagogique, ça restera vraisemblablement. Mais nous serons également en live et en replay sur YouTube. Donc on vous donnera toutes les informations précises, mais on s'en réjouit. Donc rendez-vous à la semaine prochaine, mardi 13h, pour donc un live sur les jeux, l'Antiquité dans les jeux. En attendant, merci de nous avoir suivis. Merci à Lucie pour toute la réalisation de l'émission. Merci à vous trois, ainsi qu'à Arthur. Merci en à coulisses. toi, Florine. Et puis passez une bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.